Bonjour à toutes et bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième quatrième pierre, l'émission de débrief tout simplement des matchs des remparts avec notre coach Julien Guimard. Salut à toi Julien, ça va bien ? Bonjour, ça va. Voilà, on a la chance d'avoir aujourd'hui aussi David Camissarti qui est un des joueurs formés au club et qu'on est très fiers d'avoir dans l'émission. Merci à toi. Merci à toi de m'inviter sur ton émission, Sylvain. Et on a un partenaire pour chaque émission, vous le savez, et on a la chance. Et puis on est très heureux d'accueillir David Athénour du cabinet qui porte le même nom. Bonjour David, à toi. Et puis est-ce que tu es content de venir participer à ce débrief avec nous ? Bonjour Sylvain, bonjour à tous les invités. Je suis ravi d'être ici et de participer à ce débrief. Merci beaucoup à toi. En tout cas, tu as vraiment répondu au pied levé à notre invitation. Donc, un grand merci. Et puis, je voulais aussi vous remercier tous parce que ça marche très bien sur la chaîne YouTube. On a plus de 200 abonnés supplémentaires. On a plus de 10 000 vues sur les 4 dernières semaines. Donc, avec les lives de nos matchs et puis cette nouvelle émission. Donc, merci à tous. Et puis, faites passer le mot, partagez un maximum pour qu'on soit de plus en plus nombreux à être sur cette chaîne. Et puis, à parler hockey, à parler des remparts. Tout simplement pour lancer cette émission, je pense que ça peut être intéressant de voir le résumé du match à Dunkerque et du revers de nos remparts. Donc je vous reviendrai tout de suite après. Je lance ce petit résumé, vous allez voir tous les buts et puis après on fait le débrief avec nos invités. Voilà, c'est parti. Tour qui gagne l'engagement. Le Salainen derrière. Et c'est le but de Tours. Le premier but sur cette supériorité numérique. Allez, face-off pour Joseph Routin. Dunkerque qui fait tourner ses 4 lignes. On a la chance de cette année d'avoir 4 lignes homogènes. Et c'est le but. Et c'est le but. Bourgault toujours. Dans le coin, stoppé par Jussi Lane. Birolini qui cherche une solution dans le centre, qui shoot. Et le palais qui rentre. Oh là là, quelle occasion pour Lorenz qui ne permet pas de trouver le filet malgré une cage totalement vide. Ah, des occasions comme ça, il ne faut pas en gâcher, sinon... Et c'est le but. But pour Dunkerque qui laisse filer dans le fond pour Vid Budinski. Budinski pour Lorenz. Lehtonen. On est à 5 contre 5, mais on dirait... Hey, le but pour Dunkerque. Et 20 secondes dans cette infériorité numérique. Torres qui réceptionne à la rouge. Kenny Martin qui envoie le palais. Oh là là, quelle occasion, mais dommage. Et c'est le but. But pour Dunkerque. Elles vont tout donner pour la victoire. Allez, Lorenz qui shoot le rebond, Lorenz qui tire et but. But de Dylan. La petite touche qui sort pour Tassri qui envoie de l'autre côté. Et le but de Tours. Tours qui marque là sur une passe, qui tente la passe devant la cage. Le palais toujours pour les Dunkerquois avec Dinda à la bleue. Qui remet dans le fond pour Nikila. Dinda, Nikila qui shoot et but, déviation, dans l'enclave, le défenseur se couche dessus, ça sort. Et c'est Clément Garrido qui récupère, qui shoot sur Guillaume Duquesne. Allez, le contre avec Budinski, c'est à 2 contre 2. Lehtonen qui shoot et un but en pleine lucarne. Là, le coach Dunkerquois de calmer le jeu. Temporiser un petit peu, ça sert à rien de se précipiter, il reste encore 3 minutes et 50 secondes à jouer. Le palais dans l'enclave, sur une passe de Versalainen pour Torres, mais
Duquesne était présent. Allez. Et le but de Kevin Tass. Voilà pour tous les buts de la rencontre. Alors je retrouve mes invités en plateau. Julien, pour revenir tout de suite à voilà, ce long déplacement à Dunkerque, on n'est jamais content évidemment de revenir avec une défaite d'un long déplacement comme ça. C'est quoi l'état d'esprit comme ça le lundi? Est-ce qu'on est déjà conquérant et tourné vers le prochain match, ou est-ce que ça mérite un débrief et justement une analyse assez importante au niveau de l'équipe? Non, déjà la première phase c'est de récupérer. Effectivement, le voyage a été long, la défaite, il faut analyser. Donc ça c'est vraiment le début de semaine. Donc c'est à quoi on va se concentrer après le jour de repos hier, parce qu'on est rentré dimanche matin, donc on a laissé les joueurs au repos hier. Aujourd'hui ça va être vraiment axé sur la récupération. Moi de mon côté effectivement sur l'analyse, le débriefing, et puis demain matin il y aura une réunion avec toute l'équipe sur laquelle justement on va pouvoir débriefer avec la vidéo, échanger sur ce qui s'est passé, sur cette défaite. Même si effectivement il y a beaucoup de buts dans le match, la défaite est on va dire, ça a été quand même assez serré durant tout le match. Après, je trouve que le score est sévère en notre défaveur, mais voilà, on va analyser tout ça et rebondir très vite avec la réception de Nantes dès samedi. Donc on va avoir une première phase de semaine de débriefing, et puis ensuite on va se remettre au travail pour préparer le prochain match. David, c'est jamais. David Camissarti, je précise à chaque fois, parce que j'ai deux David à ma droite. C'est évidemment jamais agréable d'avoir la première défaite de la saison en 4 matchs. Vous aviez gagné les 3 premiers. Comment tu te sens là? Tu es déjà dans le côté il faut vite qu'on se redresse, on a un match à domicile qui nous attend samedi, ou est-ce que il faut essayer de comprendre déjà pourquoi est-ce que ça s'est si mal passé entre guillemets à Dunkerque au niveau du score du moins? Niveau état d'esprit, la défaite elle est acceptée. On est sur une nouvelle semaine, on a un nouveau match à la fin de la semaine. Je pense que c'est pas utile de se remémorer tout ce qu'on a fait de mal. On va en parler et ensuite on va passer à autre chose pour corriger nos erreurs, parce qu'il faut qu'on le fasse, et on en a fait. C'est pour ça que le score est arrivé à 7-4, et je pense que on a une semaine pour préparer le match, et on va passer à autre chose, parce que de toute façon c'est la première défaite, elle nous sert de leçon quelque part, mais elle va aussi nous permettre de comprendre là où on a été moins bon et là où on a été peut-être meilleur que sur d'autres matchs, parce qu'il y a toujours des choses positives à retirer de ça. Mais voilà, la défaite elle est acceptée, et puis on passe à autre chose. David Athénour cette fois, du cabinet Athénour justement. Dans la vie professionnelle aussi on a des victoires et puis des revers de temps en temps. Est-ce qu'il y a aussi cette phase d'analyse forcément, d'apprentissage aussi, et puis après on se sert de ces coups durs entre guillemets pour construire des futures victoires? Ah oui, je crois que c'est indispensable. Je pense que les réflexes et l'état d'esprit du sport, on le retrouve aussi dans le métier d'avocat. Quand on sort de l'audience de plaidoirie, souvent c'est un peu comme sortir de la glace. On refait le match et on se dit qu'on aurait pu faire des choses différemment, et on essaie d'apprendre pour la fois suivante. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est le monde du sport et le monde de l'entreprise qui sont ensemble. Puis c'est aussi la force des remparts, la force vitale. Julien, c'est un match où il y a eu pas mal de buts quand même. C'est un peu d'ailleurs une donnée constante depuis cette reprise en D1. Est-ce que tu te l'expliques d'une manière? Est-ce que justement cette saison très particulière peut expliquer le fait que ce soit plus difficile de se mettre en place défensivement, que ce soit peut-être plus compliqué pour les gardiens? Non, c'est peut-être pas. C'est surtout le timing qui est différent. On sort de 3 mois sans match, même si c'est notre 4e match. Souvent, le 4e match au mois d'août, c'est un match amical. Donc, on sait aussi que tout n'est pas parfait. Je l'avais déjà dit, mais voilà. Ensuite, l'autre point, c'est que quand même Dunkerque est un des favoris. Il est favori dans cette compétition courte dans notre division, mais il aurait été, quoi qu'il arrive, s'est annoncé favori au mois d'octobre quand la reprise, s'il y avait eu un championnat, on va dire, classique. C'est quand même, ils ont marqué 7 buts la semaine d'avant à Neuilly. C'est une force offensive quand même avec des joueurs de talent. On avait pourtant très bien géré ça la première période, puisqu'on gagne 1-0 la première période, malgré de nombreuses infériorités. On a joué pas mal de temps à 4 contre 5. On a vraiment bien bataillé. On a fait un peu le dos rond, et puis on a profité de leurs erreurs. Nous, on a eu un power play, une supériorité numérique dans la première période. On marque aussitôt. Donc non, je pense que c'est effectivement aussi, comme j'ai dit, un des favoris. Ensuite, en deuxième période, ils sont revenus au score 1-1. On a marqué 2-1 aussitôt.
Et puis là où ça nous a fait mal, c'est quand on a eu 2-1, on a eu des chances de pouvoir faire 3-1. Et on avait un temps fort. Et eux ont fait le dos rond à ce moment-là. Pendant 5-6 minutes, ils ont réussi à bien défendre. Et puis quand ils ont eu leur temps fort, à ce moment-là, pendant 10 minutes, là, nous, on a pris l'eau vraiment. Voilà, c'est peut-être là aujourd'hui mon analyse, c'est que ça fait plusieurs fois où on a des 10 minutes où on passe au travers. On l'avait connu au début de match contre Bordeaux en Coupe de France, on l'a connu aussi lors d'un match amical contre Cholet à domicile. Il va falloir qu'effectivement on progresse dans cette phase où à un moment donné on a un temps faible et va falloir qu'on se regroupe un peu plus, qu'on soit plus discipliné défensivement parce que là on a pris 4 buts en 10 minutes et c'est vrai qu'à ce moment-là ça fait mal à la tête, ça fait mal aux jambes, surtout quand c'est à l'extérieur. Et c'est sûr qu'après, quand tu es mené 5-2, même si les gars ont été exemplaires, on fait vraiment tout le boulot, parce qu'on a remarqué aussi en fin de tiers pour faire 5-3. Donc on était toujours au contact, mais comme je dis souvent, tu peux pas espérer gagner un match déjà quand tu encaisses 5 buts. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Donc 4, 5, 7. Voilà. Et puis au troisième tiers, pareil, on a pris le 6e but sur une infériorité, alors qu'on jouait bien depuis le début du match dans cette phase de jeu. Voilà. Et puis ils ont mené au score après avec 3 buts d'écart. C'est sûr que cette équipe de Dunkerque, c'est compliqué. Après, il aurait fallu marquer beaucoup de buts. À l'extérieur, en marquer 4, c'est ça. En marquer 4 à l'extérieur, c'est déjà souvent la possibilité de gagner. Ouais. Donc malgré tout ça, David, toi qui es attaquant, ça, c'est un motif sûrement positif d'avoir marqué, que l'équipe ait su marquer 4 buts, qu'elle ait plein de buteurs différents, qu'elle ait beaucoup de potentialité de ce côté-là. Il y a eu vraiment cette faillite défensive et ce deuxième tiers très, très compliqué. Vous avez vraiment eu sur la glace l'impression d'avoir les jambes coupées, d'être un peu pris à la gorge par cette équipe de Dunkerque pendant le deuxième tiers? Honnêtement, sur le plan physique, c'est pas là où on a pêché, parce que malgré le long déplacement, malgré tout ça, on a réussi physiquement, on était plus ou moins bien. On sait pas sur ça qu'on perd le match, je pense que c'est sur des erreurs défensives. Et quand on regarde le premier tiers, on a réussi on sort du premier tiers à 1-0. On est plus ou moins dominant physiquement. Donc je pense que ça a surtout joué mentalement, où on a dû se dire que finalement ça allait pas être un match si difficile que ça. On a, je pense, relâché la pression en deuxième tiers. C'est là que eux ont saisi les chances, qu'on n'a pas réussi à contenir. Et donc physiquement, c'est pas là-dessus qu'on a perdu. Tu dirais, toi, un petit peu dans le sens du match de Brest où tout s'était vraiment parfaitement passé? Vous avez eu l'impression un peu que ça prenait cette orientation-là, quoi. C'est là qu'on voit qu'en fait, Dunkerque est une équipe où on ne peut pas leur laisser de chance. Que dans des matchs comme ça, il faut être très exigeant. Et que contre Brest, on a pu faire les mêmes erreurs, mais on a réussi à les rattraper parce qu'on était plus en forme, parce que leur offensive est moins importante que celle de Dunkerque, qui est moins tueuse, on va dire. Mais voilà, contre Dunkerque, c'est pas passé. On n'a pas réussi à rattraper nos erreurs et ça nous coûte le match. Alors David Athénour, je voulais vous demander, vous avez assisté quand même à un certain nombre de matchs, vous aimez ce sport, vous aimez cette équipe. Est-ce que vous êtes du genre à vraiment apprécier les matchs très offensifs, où il y a beaucoup de buts, où ça se répond, ou est-ce qu'il y a aussi un intérêt à avoir ces matchs qui sont beaucoup plus tactiques, où la défense joue beaucoup et où ça se joue à très peu de choses? Je crois que les deux types de matchs ont leur intérêt et c'est toute la beauté du sport de ne pas nous révéler à l'avance ce qu'il nous réserve. Donc oui, je crois que les matchs où il y a du suspense sont très intéressants. Ceux où il y a beaucoup de buts le sont tout autant parce qu'on ne sait pas pour autant jusqu'à la fin quel sera le score final. Surtout quand ils sont pour les remparts, les buts. Voilà, exactement. Donc non, je pense qu'on a souvent de très très beaux matchs et je crois qu'en tant que partenaire, c'est ce qui nous donne envie de revenir. C'est parce qu'on est souvent tenu en haleine. Ouais, puis on espère vous revoir le plus vite possible, comme vous tous, les spectateurs. C'est pour ça qu'on essaie aussi de vous proposer du contenu à côté pour que vous soyez un peu au cœur de l'équipe. Julien, sur ton analyse de ce match contre Brest aussi, alors est-ce que tu as d'autres points que tu voulais mettre en avant ou tu as des points que tu estimes à travailler vraiment majeurs? Il y a ce côté un peu de sa perte de concentration ou d'impact à un moment donné sur une phase du match qui
malheureusement peut coûter cher contre des adversaires de ce niveau? Non, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on a perdu le fil de ce qu'on faisait, on est un peu sorti de ce qu'on nous on appelle le plan de match, dans ce qu'on s'était fixé durant ces 10 minutes. Voilà, mais je pense que David aussi en a très bien parlé. Au premier tiers, on a gagné des duels, des batailles, soit avec... Mise au jeu d'ailleurs, une grosse domination mise au jeu, je crois. Ouais, non, mais dans toutes les phases, on était vraiment... Voilà, on a bloqué des lancers, on était premier, on a joué physique, comme il l'a dit. Et je pense qu'au deuxième tiers, on a manqué justement, on a perdu beaucoup de duels 1 contre 1, soit parce que justement, on jouait pas physique, on jouait pas l'homme, on a essayé de jouer le palais, puis face à des joueurs qui techniquement ont quand même de bonnes techniques, ont une vision de jeu, face à une équipe qui est offensivement très forte. Si tu perds des duels, si tu perds ton duel, soit offensivement, mais aussi défensivement, si tu perds ton joueur, si à un moment donné, tu n'es pas au marquage, tu n'es pas au bon endroit, au bon moment, souvent tu le payes cash. Et face à des joueurs comme Budinski, qui est quand même une gâchette très connue en D1 Dunkerque, leur recrue Lorenz, leur premier trio nous a fait très très mal. Et c'est un trio qui est très offensif. Donc on a manqué justement ces duels, on a manqué un peu cette... est-ce que c'est là où l'analyse est importante, c'est là où on va re-regarder, mais est-ce que c'est de la fraîcheur effectivement physique à un moment donné, est-ce qu'on a marqué le pas, parce que c'est quand même une réalité, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, on était quand même, on n'avait pas mis toutes les chances de notre côté dans le déplacement pour avoir l'énergie suffisante, et ça c'est aussi une des choses, alors est-ce on n'a pas vraiment aujourd'hui analysé ça, mais c'est sûr qu'on a perdu trop de duels. À un moment donné, on a perdu trop de batailles sur des palais. Et je pense que la différence avec Brest, c'est que Brest, physiquement, on a gagné des duels dans les coins, on a gagné des duels devant la cage. Défensivement, on a gagné des duels. Et ce qui nous a permis ensuite, nous, de nous créer des chances. Aujourd'hui, les matchs de hockey sont beaucoup de duels partout. Donc si tu perds les duels à un moment donné, c'est vrai que tu ne te donnes pas les chances de pouvoir gagner le match. Surtout qu'il faut dire que un peu naturellement, on a tendance à, entre guillemets, incriminer les joueurs de défense et le gardien sur une lourde défaite, mais c'est vraiment le fruit d'un travail complètement collectif. Le hockey moderne aujourd'hui se joue beaucoup là-dessus, sur la capacité à faire bloc, et on le voit d'ailleurs d'autant plus sur la production offensive de nos défenseurs qui est assez excellente et remarquable, y compris sur ce match-là. Là, ce qui a dysfonctionné, entre guillemets, c'est vraiment du coup l'implication défensive, ou la réussite du moins défensive, mais du groupe au complet. Non, mais on défend et on attaque à 5. Aujourd'hui, le hockey moderne, les attaquants doivent s'impliquer dans la défensive autant que les défenseurs. Et l'inverse est vrai aussi, effectivement. De toute façon, on le voit bien, même Dunkerque aussi. Je pense que le premier but est un de leurs défenseurs. Je pense que le troisième aussi. Donc, à un moment donné, on voit bien que les défenseurs ont un appui offensif. Mais également, on se doit de défendre autour de notre gardien 5. On se doit d'être plus compact. Et tout le monde doit a un rôle défensif. Ce ne sont pas que les défenseurs et le gardien qui défendent. Tout le monde doit s'impliquer. On se doit et on doit être vraiment impliqué dans ce sens pour permettre à l'équipe de bien défendre. Et ça, c'est dès la perte du palais. C'est sûr que s'il y a des faillites, que ce soit les défenseurs, les attaquants, ça crée des brèches. Et presque même dès la bonne utilisation du palais déjà, parce qu'avant d'être en situation de le récupérer, il faut essayer de ne pas le perdre et d'en faire bon usage. C'est ça, de toute façon c'est un sport d'erreur, l'adversaire profite de ton erreur, nous on profite des leurs. À partir du moment où tu en fais plus que lui, soit effectivement après t'as le dernier rempart qui peut faire l'arrêt, ton gardien, soit alors après à un moment donné, c'est sûr que tu prends l'eau et tu donnes des opportunités et tu te retrouves avec des joueurs, soit des supériorités numérique devant la cage, et là c'est sûr que là ça donne des chances, et plus tu donnes de chances à l'adversaire, plus tu as des chances de te faire punir. Et quand tu joues un favori comme Dunkerque, quand tu joues une équipe avec du talent offensif, forcément à un moment donné tu vas être puni, et là on a été effectivement puni sévèrement. Mais encore une fois, je le répète, c'est vraiment pas les gars ont été exemplaires, ont vraiment mouillé le maillot, ont jamais rien lâché. À un moment donné, comme je le dis, c'est peut-être aussi un petit péché physique, on a voyagé toute la journée, tout était, on va dire, on n'a pas mis toutes les chances de ce côté-là au niveau préparation. Quand tu joues une équipe comme ça, il faut jouer 60 minutes. Si tu en lâches même 10, tu le payes cash. Aujourd'hui, la D1 est devenue beaucoup très très professionnelle, et l'équipe de Dunkerque est le reflet. Ils sont c'est un projet. Il y a un groupe de joueurs qui est là depuis certains temps. Ils ont une nouvelle patinoire, même si la saison est compliquée.
c'est un favori. Et un favori, si tu lui donnes le moins de choses, il va s'en servir. Donc voilà, ça n'a pas marché cette fois-ci. On va travailler pour progresser. Et voilà, comme a dit aussi David, c'est une bonne leçon. Et voilà, on est dans une saison, dans un projet qu'on construit. Il faut que chaque chose avance, mais voilà, il faut qu'on améliore des points, c'est sûr, pour les matchs à l'extérieur, voilà, pour progresser et pas se retrouver dans ce genre de situation une nouvelle fois. Donc on parle de construction du collectif, David Camisarti, c'est vrai que c'est important. Et cette année, on le sent vraiment, l'implication des 4 lignes qui est majeure. Il y a 16 buteurs différents au sein de l'effectif des Remparts, c'est énorme. D'ailleurs, tu as été le premier à marquer un but dans cette nouvelle saison, ce deuxième départ. Ça, vous le sentez à tous les niveaux, au niveau, voilà, dans les préparations de match, dans les entraînements, etc. Qu'il n'y a pas de second couteau, entre guillemets, tout le monde a un rôle et tout le monde peut être amené à faire des différences. Ouais, ça se ressent, effectivement. C'est le discours que m'a tenu Julien cet été, et je pense qu'il l'a tenu à plus d'un joueur dans l'équipe, en disant qu'il n'y avait pas de joueur supérieur à l'autre. Il y avait 4 lignes qui tournaient, et on le voit encore ce week-end, et même sur les matchs précédents, on a nos 4 lignes ont marqué plus ou moins à chaque match. Ça prouve bien qu'il y a du talent sur les 4 lignes, que n'importe quelle ligne est aussi dangereuse que l'autre, et ouais, au niveau des entraînements et des matchs, ça aide. Dans la préparation, parce que tu peux jouer contre une ligne qui peut te mettre en échec à l'entraînement. Et ça, dans toutes les équipes, c'est pas le cas. Il y a des équipes qui ont seulement 3 lignes comme Brest. Donc je pense que dans leur préparation, ça doit être plus difficile pour eux. Mais non, nous, je pense que jouer à 4 lignes et s'entraîner à 4 lignes, ça nous aide. Même dans le physique, pour aller chercher le second souffle et tout ça, je trouve que c'est important. Et ouais, ça nous permet de tenir un match 60 minutes. Celui à Dunkerque, on n'a pas réussi à le tenir, mais c'est plus sur les erreurs individuelles, je pense. Et voilà, mais les 4 lignes ont plus ou moins fait un bon travail ce week-end encore. Ça nous a pas porté fruit, mais on va essayer de corriger le tir. David Athénour, la notion de collectif, quand on travaille comme avocat aussi, elle est peut-être moins connue de tout le monde parce qu'on vous voit plaider, etc. On revient à l'avocat qui plaide, mais je suis sûr qu'elle existe, cette dimension collective, quand on est dans un cabinet, etc. Comment elle se matérialise ? Alors, elle existe, mais elle est moins prégnante que dans le sport, et en particulier le sport tel que le hockey, puisque on dépend les uns des autres. L'avocat peut être individuel. Il y a un exercice individuel de l'avocat qui existe. À côté de ça, il y a aussi un exercice en cabinet avec d'autres avocats qui permet de travailler des dossiers à plusieurs. Donc elle est pas, la notion de collectivité, elle n'est pas indispensable, mais sur certains dossiers, elle est quand même nécessaire, et on est plus fort à plusieurs, puisqu'aujourd'hui l'avocat généraliste n'existe quasiment plus. On a tous nos spécialités, et des dossiers impliquent de réunir plusieurs spécialités, et donc de travailler en équipe. C'est comme ça qu'on construit un cabinet, en repérant des potentiels qui s'adjoignent bien, qui ne sont pas des copies entre guillemets de soi. Et c'est de la même manière dont Julien construit son équipe, en ayant une bonne idée du rôle de chacun, de son impact, et aussi en lui faisant bien comprendre que son rôle est important, même s'il peut paraître moins. Voilà, son nom n'est pas sur l'affiche entre guillemets. Mais ça c'est une notion qui est très importante à vos yeux. Ah oui, complètement. Dans les cabinets, il y a des chevilles ouvrières aussi qui ne sont pas forcément ceux qui plaident les dossiers au tribunal. Donc ce n'est pas forcément les figures visibles du cabinet, mais elles sont tout aussi importantes. De la secrétaire aux stagiaires jusqu'aux avocats associés, vous avez toute une équipe qui collabore pour monter un dossier et puis le faire fructifier. Alors, petit exercice un peu marrant, puis c'est totalement impromptu, on ne l'a pas préparé avec David Athénour. Là, vous avez entendu un petit peu, entre guillemets, le récit de vos clients potentiels qui seraient donc David et Julien après cette défaite. Comment est-ce que vous les défendriez face à quelqu'un qui dirait qu'est-ce que c'est que cette défaite, allez-y, défendez-les, mettez votre habit d'avocat, et voilà, sur quelle valeur vous appuieriez pour les défendre et dire non mais attendez, ce sont les remparts, ils ont beaucoup travaillé, il ne faut pas leur reprocher ça, le travail paiera dans le fond, etc. Oui, alors l'exercice est d'autant plus difficile pour moi que je dois avouer ne pas avoir vu le match de samedi soir à la maison. On essaie de regarder les matchs effectivement puisqu'ils sont retransmis, donc on essaie de les regarder. Maintenant, samedi soir on est passé à côté, c'est parce que aussi on n'a pas
comment dirais-je, comme quand on vient à la patinoire, c'est tout un rituel. Là, on est à la maison et il faut penser à l'heure du match de se connecter. C'est donc, vrai que ça change beaucoup les habitudes. Totalement. Donc là, on est passé à côté. Je vais défendre des clients pour lesquels je n'ai pas vu le dossier. Là, c'est compliqué. Ça fait presque penser à une comparution immédiate. Vous savez, quand vous devez, au pied levé, défendre le client que vous rencontrez 15 minutes avant l'audience. Mais je crois qu'on a ici 2 clients qui ont beaucoup de circonstances atténuantes. Je pense par rapport au fait qu'il y a quand même peu de matchs qui ont été joués, ça a été dit. C'est pareil, une équipe se construit dans la durée, se construit à force des matchs. Là, on a une équipe qui se construit de courte date, j'ai envie de dire, mais qui fait un travail remarquable. Et je pense que l'état d'esprit est évidemment essentiel. Donc, ce que j'entends depuis tout à l'heure me conforte dans l'idée que le prochain match sera un match victorieux, puisqu'on a des joueurs et un coach qui vont avoir appris toutes les leçons de cette défaite contre Dunkerque. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour valider cette thèse de notre excellent avocat qui a effectivement s'est prêté au jeu totalement à l'improviste comme ça au dernier moment, un peu en mode comparution immédiate. Effectivement, c'était pas simple. Ça m'est venu en tête comme ça en cours d'émission. David, tu es formé au club, David Camille-Sarti, notre numéro 91. C'est ta 5e saison, enfin la 4e vraiment où tu es intégré complètement à l'équipe de D1 et tu as simplement 21 ans. On sait que le hockey, c'est un sport où on apprend beaucoup de choses au fil du temps, la maturité prend du temps. Tu as l'impression, toi, au fil des coachs, des expériences, des saisons, de vraiment de beaucoup apprendre au Rempart. C'est un bon endroit pour toi pour progresser. C'en est un, ouais. Effectivement, je suis arrivé, j'ai commencé ma première vraie saison pleine en professionnel avec Tours. J'avais 17 ans, j'allais sur mes 18 ans, et là j'en ai 21, donc j'ai grandi avec le club. Ça fait depuis que j'ai 4 ans de toute façon que je suis au club, donc je le connais un petit peu ce club. Mais niveau maturité, ouais, ça aide beaucoup. Ça permet de se forger. C'est des valeurs qu'on apprend et c'est plein de choses de voir. C'est surtout l'esprit d'équipe avant tout, mais même personnellement, ça permet de se trouver, de savoir quel type de joueur on va être. Et même dans la vie de tous les jours, ça aide pour le contact humain, le social, tout ça. Donc, je dirais que ça m'a beaucoup aidé. Et en plus de ça, être au Rempart, c'est un avantage pour moi parce que c'est ma ville de cœur. Je suis né ici, j'ai toute ma famille ici. Donc, c'est un bien-être qui n'est pas négligeable. Par exemple, hier, j'étais en famille pour fêter l'anniversaire de ma sœur. Voilà, j'aurais pas pu le faire si j'avais été dans un autre club. Donc ça compte beaucoup ça pour ton équilibre de manière générale, le fait d'être avec ta famille, avec tes proches et d'avoir ça, c'est important. Avant de peut-être un jour passer un. Ouais, c'est ça. Mais je pense que la famille de toute façon c'est important pour tout le monde. Mais pour l'instant je me sens bien à Tours, donc et j'ai ma famille qui est à côté de moi, donc j'en profite. Le jour où si je suis amené à partir du club, peut-être qu'un jour ça ira, on n'en sait rien. Je ferai avec, c'est la vie, mais pour l'instant, j'en profite et je suis bien à Tours. Julien, ça doit être une priorité quand on est un club de D1 qui a un peu d'ambition à l'avenir, etc., de savoir mettre en valeur ces joueurs formés au club, d'avoir le bon discours avec eux et puis de construire en partie l'équipe autour d'eux parce qu'ils ont cette expérience de la ville, du club et puis plus que n'importe quel autre joueur, ce maillot à cœur. Pour moi, c'est sûr que c'est une nécessité et c'est très très important d'avoir des joueurs comme David au sein de l'équipe. Et effectivement, il l'a dit lui-même, il est là depuis 4 ans, depuis l'âge de 4 ans au club, donc il connaît effectivement toute l'histoire, il connaît les valeurs de la ville. C'est sûr que c'est des pierres importantes dans un effectif et moi j'y accorde beaucoup, beaucoup d'importance dans le projet effectivement de construire avec des joueurs qui connaissent le club, qui connaissent tous les rouages, qui connaissent les personnes. Et la formation pour ça est nécessaire. C'est un travail qui est très fastidieux, la formation, qui est très long, qui est compliqué. Aujourd'hui, la D1 est très très exigeante, devient de plus en plus professionnelle. Donc ça veut dire que derrière, le travail de formation doit l'être aussi pour arriver à sortir des joueurs qui ont le niveau, tant sportif, mais qui ont également le professionnalisme, l'éthique de travail. David en est le parfait exemple. C'est important. Maintenant, c'est sûr que la difficulté, c'est que tous les clubs n'ont pas forcément cette arrière-garde ou ces joueurs qui sortent de la formation. Donc, c'est pas non plus évident. Il faut arriver à construire ça.
Là, effectivement, on a la chance à Tours d'avoir quelques joueurs. On sait que l'avenir sera plus délicat. Voilà, on sait que la formation, la suite, dans les générations futures, il y a des petits trous, il y a des creux. Il va falloir travailler très très fort parce que pour moi, c'est effectivement nécessaire sur le plan sportif d'avoir des joueurs qui portent haut les valeurs de leur ville. Je pense que c'est nécessaire pour les institutions, c'est nécessaire pour les partenaires qui sont des gens impliqués dans la vie sociale. Oui, un vrai socle pour l'équipe. Oui, c'est un vrai socle pour l'équipe, c'est un vrai socle pour le club. Et aujourd'hui, c'est nécessaire que ces joueurs, comme le dit David, voilà, il a sa famille, il y a tout le monde autour. Je pense que ça lui donne une stabilité, ça l'aide aussi au quotidien. Justement, quand il y a une défaite, le dimanche, on rentre, on voit autre chose. C'est sûr que c'est plus... Pour moi, c'est important aussi. Même pour accueillir aussi les nouveaux joueurs, c'est vrai que d'avoir une base de coéquipiers qui connaît bien la ville, qui est présente sur place, etc. C'est une aide pas négligeable. Il faut un juste équilibre. C'est ce qu'on a cherché aussi en construisant cette équipe. On a fait revenir des joueurs qui connaissaient la ville, qui sont pas forcément nés ici, mais qui ont déjà joué pour le club. On a gardé une ossature de joueurs qui sont des joueurs issus du club, ou en tout cas qui ont fait une grande partie de leur formation, comme David, Alexis Cronier, Peter Bourgault, voilà, qui sont aujourd'hui des joueurs qui sont installés et qui sont là depuis un certain temps, ou qui ont connu tout simplement toute leur formation à Tours. On essaye d'y intégrer des jeunes, des très jeunes, comme Pablo Maltas, Marin Deluché ou d'autres joueurs, ou Kevin Lévesque. Mais voilà, après, je pense que c'est un mix entre les tout, justement, c'est ça. On en parlait la semaine dernière avec l'apport d'un Finlandais, mais voilà, je pense que l'apport des joueurs issus de la formation est nécessaire pour un bon équilibre au sein du groupe, et David en est le parfait exemple. Alors justement, David se disait au fil des années, je connais mieux mon style, je connais mieux mon rôle, j'apprends à me connaître dans le jeu, à connaître mon impact. Toi, quelle fiche d'identité tu nous en ferais ? Tu nous as déjà parlé d'un joueur qui est impliqué, travailleur, etc. Mais techniquement un peu plus, quel type d'attaquant est David aujourd'hui pour toi ? David est ce que moi j'appelle un joueur d'impact, d'intensité. C'est quelqu'un qui est vraiment un joueur travailleur. Il travaille dans les deux sens de la patinoire. Il a une très très bonne vitesse de patin. Il a la particularité en plus de jouer centre, donc voilà, il connaît très bien son rôle. Il l'a dit lui-même, voilà, tous les rôles, et aujourd'hui dans le projet tout le monde est important, et David effectivement a ce côté, voilà, il peut aussi apporter. Voilà, il n'est pas que le rôle défensif, il a des facultés. Il a marqué effectivement dès le premier match de reprise. Voilà, il a une faculté aussi à l'offensive, mais sa principale qualité, c'est vraiment cette intensité au quotidien, son physique, d'aller dans les coins justement, de gagner. D'aller travailler au corps l'adversaire pour le. Exactement. C'est vraiment ça, sa marque de fabrique. Et c'est très utile dans une équipe parce qu'à un moment donné, on fatigue l'adversaire, parce qu'à un moment donné, on est capable justement de lui piquer un palais, de récupérer des palais. Il est très efficace là-dessus et très très bon. Mais ça, c'est par un travail au quotidien aussi, sur le plan physique, sur le plan technique, lors des entraînements. Voilà, c'est quelqu'un qui a une éthique de travail et qui bosse bien. Voilà, comme l'ensemble du groupe. Et c'est aussi pour ça que moi, je prends plaisir et je suis très content d'avoir David au sein de l'effectif, parce qu'il colle parfaitement avec cette image du groupe et d'éthique de travail forte qu'on veut. Voilà, il a beau être issu de la formation, il est très professionnel, il est très impliqué au sein du club, au sein de l'équipe, à tous les niveaux. Donc voilà, c'est vraiment un garçon plein de qualités, et voilà, comme le sont beaucoup de garçons et tous les garçons de l'équipe, hein, ça c'est sûr, mais chacun a sa particularité, et David remplit pleinement son rôle dans l'équipe. Alors la transition est peut-être un peu hasardeuse, David Athénour, mais j'imagine que aussi dans la manière de plaider, etc., chez les avocats, il y a des styles marqués, etc. Alors, quel serait le vôtre déjà un petit peu ? Est-ce que vous êtes un très offensif ? Est-ce que voilà, c'est beaucoup basé sur des choses pointues, de connaissances très précises du dossier ? Comment est-ce que voilà, quel est votre style un petit peu ? Je dirais que mon style est plutôt sobre, c'est-à-dire que je cherche pas tellement les effets de manche. Je préfère la connaissance du dossier. Alors l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que parfois le style peut masquer le fond. Donc en ce qui me concerne, je préfère miser sur le fond, la connaissance du dossier, la préparation, et ensuite voilà une plaidoirie qui n'est pas particulièrement théâtralisée, mais qui, j'espère, peut atteindre l'objectif en avançant les arguments de fond qui vont convaincre les juges.
Ouais, c'est vraiment intéressant de se pencher là-dessus parce que c'est un personnage un peu cinématographique, un peu l'avocat. Voilà, il y a la tenue, le tribunal, c'est quand même pas rien. Puis s'il joue des choses très importantes pour la vie des gens. Et puis voilà, il y a l'État, les droits, etc. qui sont là. Avec tout ça en tête, on est une personne différente. Est-ce que vous, David, vous êtes un peu un autre homme quand vous enfilez la robe? Il y a vraiment ça joue beaucoup ça. Comme un hockeyeur d'ailleurs, quand il enfile sa tenue, il peut être peut-être discret, etc. à la vie, mais sur la glace, il va être très offensif ou être dans le combat différemment. Il y a ce côté-là, ce switch entre guillemets qui se produit quand on met la robe entre guillemets. Ouais, tout à fait. La comparaison est tout à fait opportune. Les avocats sont des gens du palais, comme les hockeyeurs. Très bien vu ça. Et effectivement, quand on met la robe pour toutes les émissions, à mes côtés. Quand on met la robe, oui, c'est comme quand on met son équipement. On n'est pas la même personne parce qu'on est mu par un objectif qui est celui de convaincre. Hein. La force de l'avocat, enfin comment dirais-je, son arme, c'est l'argument. Hein. Donc il faut convaincre et on est axé sur cet objectif de convaincre. Donc voilà, on fait ce qu'il y a à faire pour convaincre. Alors le hockey, votre rapport au hockey au départ, etc., comment vous l'avez découvert? Est-ce que c'est vraiment en tant que Tourangeau un peu naturel de découvrir les sports, etc. Et quel rapport vous en avez? Est-ce que c'est un coup de cœur pour vous d'avoir découvert ce sport? Qu'est-ce que vous y retrouvez finalement sur cette scène, et on parlait de palais, etc., mais qui est très différente du coup de votre travail à vous, qui est beaucoup très intellectuel, etc. Là, on est beaucoup on a beaucoup de physique, de technique. Est-ce que c'est ça, ce côté très complémentaire ou différent à votre activité qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît en fait, je suis venu au hockey sur glace un peu par hasard parce que je n'avais jamais eu la curiosité de venir regarder un match de D1. Mon fils aîné a fait un stage de découverte lorsqu'il avait 6 ans et il s'est immédiatement inscrit à l'équipe parce que ça l'intéressait. C'est sa 5e année, il en a eu 13 maintenant. Donc on est maintenant très familier des patinoires de la région centre et un peu de toute la France, puisque comme chacun le sait, c'est un sport qui est très exigeant en termes de mobilisation de la famille. Il faut être disponible, il faut accompagner ses enfants. Donc on s'y est pleinement investi avec mon épouse et le reste de la famille. Et donc c'est assez naturellement que j'ai décidé de devenir partenaire du hockey aussi, du club de Tours, pour soutenir ce club qui a beaucoup de potentiel et pour partager des moments très sympathiques en famille, parce qu'on vient en général les soirs de match en famille. Et pour moi, c'est la rencontre du sport et de la convivialité d'être partenaire. On passe des très bons moments dans ce lounge VIP. Donc voilà, c'est vraiment un grand plaisir d'être partenaire. C'est un sport que vous recommanderiez justement pour je sais pas, il y a peut-être des parents qui ont des jeunes qui hésitent un peu à les inscrire. Vous, ça a apporté beaucoup à oui, complètement. De jouer. Oui, tout à fait. Non, c'est un sport qui favorise l'esprit d'équipe, qui est très complet. C'est un sport qu'on peut commencer jeune. Nous, on a un autre enfant qui a 4 ans et qui est en 2e année maintenant de hockey. Donc voilà, c'est un sport qui apporte beaucoup de choses. Donc oui, je recommande vivement à la famille, sauf si effectivement on cherche un sport avec peu d'implication. À ce moment-là, je ne recommande pas le hockey parce qu'il faut bien reconnaître que c'est un sport qui demande une implication totale de la famille, qui est aussi financière et qui est en termes de temps très importante. Alors on va un peu se tourner vers l'avenir, le match de Nantes qui arrive. Julien, alors on n'est peut-être pas encore tout de suite là maintenant dans le travail préparatoire, bien qu'il y en ait beaucoup qui a été fait en amont. C'est en une nouvelle grosse équipe. On parlait de Dunkerque comme étant un favori de la saison. Je pense que Nantes était vraiment pas loin derrière, pour pas dire sur la même ligne. Ça, c'est quand tu as vu le calendrier, tu t'es dit ces 2 matchs-là, faudra pouvoir passer au travers. Ça va être une bonne manière de se confronter à ce qui se fait de mieux dans la poule. Oui, c'est certain que Nantes est le second favori avec Dunkerque. C'est le favori annoncé. Voilà, même peu importe les conditions. Ils ont encore recruté jusqu'à très tard également des joueurs. C'est une équipe qui est aussi offensivement, qui a de sérieux clients. Vraiment là, pour le coup, c'est aussi un groupe qui se construit depuis quelques temps avec son entraîneur, avec le club. On voit qu'il y a des joueurs qui restent et qui sont là depuis un petit certain temps. Ils ajoutent à ça de très bonnes recrues. Donc on s'attend encore une fois à un très très gros défi pour le coup à domicile. Donc voilà, là il va falloir sortir
repartir vraiment fort. Et il faut s'attendre à un gros match encore. Mais tant mieux. Je veux dire, voilà, pendant 3 mois, on avait de l'incertitude. Maintenant, on les enchaîne, les matchs, et on est très on l'avait dit, en content. plus, cette poule, il n'y a pas de match cadeau, vraiment, c'est Non. très costaud. Ouais, il n'y a pas de petites équipes, mais je pense que là, on enchaîne sur les 2 favoris. Voilà, mais après, Cholet, Caen, Neuilly, toutes les équipes, de toute façon, de cette poule se valent. On le voit par les résultats, c'est quand même assez serré. Non, je suis très content d'enchaîner. Quand on est entraîneur, moi, j'aime bien, voilà, même si le délai est long de cette semaine, d'enchaîner les matchs, et les matchs, justement, à haute intensité, vraiment contre des gros adversaires. Je trouve que c'est ça qui est le plus excitant, le plus motivant, pour vite tourner la page, pour switcher, comme tu disais tout à l'heure, pour switcher immédiatement et dire ok, on passe à autre chose. David l'a dit, voilà, la défaite elle est derrière, c'est le passé. Maintenant on vit dans le présent, on vit notre prochain match à 200%, parce que ça sera vraiment un gros match, et à domicile, voilà, on a envie de bien performer, on a envie de se donner les moyens justement de faire une grosse performance contre Nantes. Maintenant il y aura un sérieux client et un bel adversaire face, avec des armes aussi, avec 4 trios d'attaque vraiment très performants, avec voilà, tout ce qui va, tout l'arsenal complet d'une équipe favorite. Surtout que j'ai l'impression que peut-être beaucoup plus que Dunkerque, c'est une équipe qui s'est construite un peu comme Tours, en essayant d'apporter, comme tu le disais, des joueurs français expérimentés de très haut niveau, et pas que d'aller construire de première ligne d'étrangers, de haut vol. Il y a cette idée qui est essentielle aujourd'hui. Il faut avoir des Français de très bon niveau pour pouvoir prétendre à remporter le championnat, et puis ou en tout cas, du moins se construire positivement pour un jour être en Magnus. C'est ça. Non, je pense que Nantes a vraiment des armes, avec des joueurs de qualité, des joueurs français comme Édouard Dufournier, Mathieu André, Cédric Custos. Voilà, ils ont vraiment, là, ils ont été chercher Hugo Sarlin il y a très peu de temps, qui est un jeune français prometteur, Anthony Goncalves. Il y a vraiment des joueurs qui ont connu une bonne formation, qui sont des joueurs issus de centres de formation, de pôles, de vraiment un cursus de formation très bonne. À ça, effectivement, avec leurs imports comme Carl Léveillé, Bergeron, voilà, ils ont vraiment là on va dire une escouade canadienne qui est vraiment, voilà, qui sont des bons snipers pour le coup. Donc voilà, on sait qu'il ne faudra pas leur donner beaucoup de chance, il ne faudra pas qu'on ait de trou d'air, il va falloir défendre justement de manière solidaire, et surtout être très bon dans les duels. Je pense que là, il y a vraiment une grosse bataille physique qui nous attend dans les duels sur cette petite glace à Tours. Je m'attends à un match très très physique. David, Camille Sarti, tu as hâte à cette rencontre de peut-être ressortir de ce match contre Nantes avec une nouvelle victoire au compteur, et puis surtout d'affronter, comme on disait, un des ténors du championnat. C'est excitant ce match qui s'annonce. Bah ouais, on l'espère sortir avec la victoire, comme toujours. Mais avant tout, ça va être un bon match de hockey, j'ai hâte, parce que je vais retrouver un ancien coéquipier, Carl Léveillé, donc je lui passe le bonjour. Mais là, ça va être une semaine de préparation. Comme l'a dit Julien, c'est un favori, tout comme Dunkerque. On va retenir la leçon de Dunkerque. Je pense que contre Nantes, à la maison en plus, on a envie de faire les choses bien devant notre public qui nous regarde via le live. Et donc, ça va être un gros match, 60 minutes, et on va tout donner pour sortir victorieux de ce match-là. Exactement. Et puis tu le disais, rendez-vous du coup dès 18h45 en direct sur YouTube, et je suis sûr que David Athénour ne manquera pas ce rendez-vous et regardera ce match avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup David de nous avoir accompagnés. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir, c'était marrant de trouver des ponts entre un cabinet d'avocats et puis le hockey sur glace, voir les différences, etc. Donc merci beaucoup, merci infiniment d'être un des partenaires des Remparts. On a plus que jamais besoin de vous, surtout en cette période où on ne peut pas vous offrir en termes de services qu'on vous proposait d'habitude au match, mais on essaye d'être présent pour vous, de vous mettre en valeur, et vraiment merci. Un grand merci. Avec plaisir. David, Camille Sarti, merci beaucoup aussi d'avoir été là après Villet, notre deuxième invité en tant que joueur. J'espère que tu as pris plaisir à échanger avec nous, et puis félicitations encore pour ton but lors du premier match et pour tes prestations, pour ta montée en puissance au fil des années dans cette équipe des Remparts. Et voilà, c'est toujours une fierté d'avoir un joueur formé au club qui a sa place en D1. C'est pas si commun dans ce championnat. Mais merci beaucoup à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler de hockey de toute façon. Et comme tu disais, c'est toujours plaisant d'avoir des joueurs formés au cru. Et moi, je prends du plaisir à représenter le club de Tours. Et donc, j'espère qu'en tout cas, les abonnés seront satisfaits de cette petite discussion. Et puis, ça va les faire patienter en attendant le match.
Qu'ils n'hésitent pas d'ailleurs en commentaire à nous dire, voilà, si tout simplement, dites-nous si ça vous a plu, si vous avez des questions aussi, on les relaiera à David qui se fera un plaisir d'y répondre, on les relaiera sur les réseaux sociaux. Donc merci à tous de nous avoir suivis, merci beaucoup Julien d'être là, présent, avec toujours très détaillé sur tes explications et tout, ça nous aide vraiment, ça nous éclaire sur le hockey d'aujourd'hui et puis nos remparts. Merci Sylvain, merci aussi, j'avais vu la première, là, il y a pas mal de commentaires très positifs, donc merci à vous pour vos encouragements et tous les commentaires. Ça va, comme je l'ai déjà dit, mais droit au cœur des joueurs. À moi aussi, ça nous donne plein de motivation, même si on ne peut pas vous voir en live, on va dire, en direct, lors des matchs, on ne peut pas sentir. C'est vrai que tous ces commentaires sur les réseaux sociaux, suite aux émissions et aux différents programmes que tu peux proposer, c'est toujours agréable. Même dans les moments de défaite, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur, ça nous donne de l'énergie pour continuer à travailler, à progresser pour Tours et pour les remparts. Donc continuez à nous suivre activement, continuez à partager, à commenter. On est tous assidus et les joueurs, on est tous avec vous en tout cas et on fait le maximum pour vous donner le maximum de plaisir et justement partager, être précis sur ce qu'on fait et échanger avec tous. Donc merci à vous. Merci Julien. On se retrouve donc pour nos prochains rendez-vous samedi. N'oubliez pas à 18h45 pour le match en direct sur YouTube, commenté avec on ajoute du contenu en plus à chaque rencontre et puis on se retrouvera mercredi prochain pour un nouveau débrief et puis on espère en parlant d'une victoire, du retour de la victoire pour nos remparts. Voilà, merci à tous. Portez-vous bien, faites attention à vous, à vos proches. On est quand même dans une période où il faut faire attention et puis on vous dit à très bientôt et puis tous remparts, tout simplement. Merci.